Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors, aujourd'hui, dans la lignée des épisodes précédents sur la performance, sur l'alimentation, le sport, etc., j'ai voulu inviter Barbara Vulpinari. Salut Barbara. Salut Juliette. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ouais, très bien, ouais. Bah, je suis très contente que tu viennes sur le podcast puisque, tu vois, pour ces sujets-là, disons, reliés à, voilà, tout ce qui est nutrition, performance, sport, etc., j'ai vraiment pensé à toi et tout ton travail. Donc, je suis contente que t'as accepté de venir sur Reset ton assiette. Mais écoute, c'est avec plaisir et j'aime beaucoup ton podcast aussi, je le trouve très agréable, donc merci pour ton travail aussi. On se remercie mutuellement pour votre travail. Du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter, pour celles qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Barbara, j'ai un master en nutrition avec une spécialité en nutrition sportive. Je suis, on va dire, en reconversion parce que j'ai été orthophoniste pendant plusieurs années. Voilà. J'ai un diplôme de personal trainer en musculation. Je sais pas si t'étais au courant, mais voilà, au cas où. Parce que j'en parle pas énormément non plus sur les réseaux. J'ai créé un podcast aussi avec une amie qui est kiné et doctorante sur les cycles menstruels qui s'appelle Femmes et Sport Podcast. Du coup, le sport, l'alimentation, c'est un sujet qui fait intégralement, on va dire, partie de notre ligne éditoriale et en général. Ouais, et puis t'as aussi Tella, c'est ça? T'as aussi créé Tella? Oui, effectivement, j'ai créé un accompagnement donc qui s'appelle Tella pour les femmes qui souffrent d'aménorrhée hypothalamique, qui ont perdu donc leur cycle menstruel à la suite généralement d'une combinaison d'un excès d'activité physique et d'apport énergétique qui ne sont pas suffisants pour que leur cycle menstruel fonctionne. Voilà, c'est un groupe d'échange avec quelques modules vidéo. Après, en ce moment, malheureusement, Tella est fermée parce que je n'ai plus le temps de beaucoup occuper de faire des lives, etc. Donc, je redirige souvent sur des coachings plutôt en individuel. Mais d'ailleurs, tu vois, je me posais la question si je n'allais pas ouvrir le groupe à tout le monde, finalement, de manière gratuite, pour que les filles puissent échanger entre elles sans barrière de s'inscrire forcément à l'accompagnement. Et des filles, du coup, qui seraient concernées par l'aménorrhée hypothalamique? Ouais, l'aménorrhée hypothalamique, voire un REDS. D'ailleurs, le REDS, on va en parler. D'accord. C'est vrai que ici sur le podcast, j'avais fait un épisode avec Florence Gillet, tu sais, du compte Je n'ai plus mes règles, et on avait parlé du coup de l'aménorrhée hypothalamique aussi, on avait quand même introduit cette notion-là aussi sur le podcast. Personal trainer, c'est comme coach sportif, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, toi, quelle est ton approche de la nutrition, mais du sport, du coup, comment tu vois les choses? Pour moi, l'alimentation et le sport, c'est quelque chose qui est censé soutenir notre santé. Les deux sont censés soutenir notre santé et sont censés nous apporter des choses positives. Parce que moi j'ai l'impression que tu as une approche assez bienveillante des choses, tu vois, pas dans le sens l'idée qu'on a des personnes qui parlent de nutrition ou même de sport, tu vois, il y a un côté très de sensibilisation par rapport au travers, tu vois, et c'est pas genre no pain no gain, etc. En fait, si on reprend un petit peu tes qualifications, etc., toi en tant que peut-être personal trainer, tu vois, comment t'en es venu aussi à passer ce diplôme-là, et toi comment tu vois les choses du coup de ton point de vue en fait? Ouais, alors je pense que pour expliquer un peu plus, il va falloir que je raconte un peu mon histoire. Vas-y, je pense. Déjà, en tant qu'orthophoniste, j'étais super intéressée par le comportement alimentaire parce qu'il faut savoir que dans le métier d'orthophoniste, il y a une partie troubles de l'alimentation, notamment avec par exemple les troubles de l'oralité. Donc pour expliquer un petit peu ce que sont les troubles de l'oralité, c'est l'incapacité de pouvoir s'alimenter correctement parce que il y a un défaut, si je peux dire ça comme ça, de développement de la sphère orofaciale. Donc c'est vraiment le développement de la bouche, de la face chez l'enfant, qui sont couplés, si tu veux, avec des difficultés sensorielles, donc beaucoup d'hypersensibilité sensorielle. Et donc c'est des enfants qui ont énormément de mal à intégrer une alimentation variée parce que il y a les textures qui posent problème, les températures, etc.
Et j'étais aussi très intéressée par cette approche-là, mais chez les enfants ou les adultes porteurs de handicap. Donc en fait, déjà à la base, j'étais très intéressée par le comportement alimentaire et depuis toute petite, je suis aussi super sportive, j'ai fait plein de sports, etc. Et ça a toujours fait partie de moi, si tu veux, cette idée de bien-être, comment améliorer mon bien-être avec l'alimentation et le sport. D'accord. Et donc, quand j'étais encore orthophoniste, je me suis dit, je vais passer cette formation. En fait, c'est une formation certifiante pour ma propre culture, si tu veux. Ok, d'accord. Donc, j'ai passé le diplôme en même temps que je continuais à travailler en tant qu'orthophoniste. Et je me suis rendu compte, ça me plaisait vraiment énormément. Et j'étais trop curieuse, etc. Et parallèlement, j'étais plus très heureuse. J'étais pas super alignée, je veux dire, avec le métier d'orthophoniste non plus. Et c'est pour ça donc que j'ai arrêté mon métier de base pour m'investir dans un master à plein temps. Donc voilà, donc ça c'est un peu le contexte. Et donc comment j'en suis devenue personal trainer en musculation à la base pour ma propre culture. Et j'ai commencé un petit peu à accompagner des gens. Et c'est là où je me suis posé encore plus de questions, où je me dis en fait je ne sais rien. Et d'ailleurs je ne sais toujours rien. Mais à la base, si tu veux, mon approche du sport, elle était pas si dans l'autocompassion qu'aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc je suis moi-même passée par des périodes qui étaient pas simples avec ma relation au sport. D'accord. Et c'est vrai que dans la formation que j'ai eue en tant que personal trainer pour la musculation, il y a un aspect, en tout cas, il n'y a pas de formation sur l'image corporelle, il n'y a pas de formation sur la compassion, et c'est en fait, c'est surtout toujours plus, j'ai l'impression. Tu vois, dans beaucoup de formations sportives, mais aussi dans ce qui est partagé sur les réseaux, concrètement. Bien sûr, ouais. Et c'est au fur et à mesure que j'ai accompagné des gens et au fur et à mesure aussi que j'ai étudié pendant mon master et que j'étais confrontée à des études de cas, etc., que je me suis penchée un peu plus sur les raisons de pourquoi on fait de l'activité physique, pourquoi on essaye de modifier notre alimentation. D'accord, Qui n'a pas forcément besoin d'être modifié. Et qu'est-ce qui fait que nos comportements et alimentaires et sportifs changent en fait et deviennent plus forcément adaptés à soutenir notre santé. D'accord, ok. Ouais, c'est hyper intéressant, ouais. Du coup, il y a eu une sorte de changement de paradigme pour toi, quoi, on va dire. Oui. Ouais, complètement. Du coup, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai commencé, tu vois, à m'intéresser aux questions de grossophobie, par exemple, il y a relativement peu de temps finalement sur l'échelle. Ça doit faire 3 ans, quoi, 2 ans et demi, 3 ans que je commence vraiment à essayer de produire du contenu beaucoup plus engagé sur qu'est-ce que la grossophobie, qu'est-ce que la grossophobie dans le sport et comment en fait elle a un impact super négatif sur l'environnement sportif et les personnes en fait qui veulent pratiquer du sport. Et comment t'as découvert ces notions du coup de grossophobie, tu vois, même des notions un peu plus bienveillantes, on va dire, par rapport à tout ça? PubMed. Ok. C'est mon grand ami. Non, je rigole. J'aime bien me perdre sur des vortex sur PubMed et en fait, quand tu t'intéresses au comportement alimentaire, forcément, tu vas tomber sur qu'est-ce qui fait que les comportements alimentaires dévient de la norme et donc on rentre dans les désordres alimentaires, les troubles alimentaires et de fil en aiguille, tu te rends compte qu'il y a effectivement des facteurs individuels qui interviennent dans le développement des troubles alimentaires. Et là-dedans, forcément, tu tombes sur la grossophobie, sur la peur de grossir, sur comment on se construit, qu'est-ce que l'image corporelle aussi. Déjà, on pourrait peut-être aussi la définir. Oui, d'ailleurs, oui. Du coup, est-ce que tu as une définition? Moi j'ai la mienne, mais vas-y. Alors, j'ai pas de définition, on va dire, par cœur, mais de ce que je lis, tu vois, on pense souvent que l'image corporelle, c'est juste ce qu'on voit dans la glace, le reflet qu'on a dans la glace, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'image corporelle, c'est quelles sont les croyances et les pensées qu'on a aussi envers notre corps. Ça comprend les ressentis sensoriels, ça comprend les émotions qu'on a aussi par rapport à notre corps. Avoir une image corporelle positive, c'est pas juste ne pas avoir d'insatisfaction corporelle, c'est pas juste être satisfait de son corps. Carrément. C'est aussi l'apprécier pour ce qu'il peut faire, c'est être flexible avec lui-même, c'est ne pas avoir de rumination, tu vois, de pensées qui polluent tes comportements à cause d'une insatisfaction corporelle. C'est un truc hyper complexe finalement.
Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Tu vois, moi, image corporelle, définition, on va dire assez peut-être stricte, pas forcément plus large. Pour moi, c'est la perception qu'on a de soi, c'est-à-dire vraiment pas l'image, le reflet, mais plutôt voilà tout ce qu'on a par rapport dans notre tête, on va dire, par rapport à nous, tu vois. Donc ouais, nos pensées, vraiment la perception, ouais, vraiment la vision qu'on a de nous-mêmes et du coup, bah oui, avec son lot de croyances, de pensées, peut-être critiques, etc. Tu vois. Enfin voilà. Et donc oui, image corporelle positive, je te rejoins. En effet, c'est pas aimer son corps ou même être content de justement du reflet dans la glace, pas du tout, mais juste voilà, être en sorte qu'on a une relation quand même assez comment dire, assez apaisée d'une certaine manière à notre corps au global, quoi. Voilà, après il y aurait plein de choses à dire dessus, mais ouais, mais c'est en tout cas c'est hyper intéressant que tu vois t'es parti de ce que tu as vu sur PubMed justement sur des études, etc., pour ensuite changer un peu toi ta façon de voir les choses, parce que au final tu aurais pu très bien faire du cherry picking comme on dit, tu vois, choisir les études qui vont dans le sens un peu du no pain no gain ou je sais pas quoi, ou même de la cure des régimes, tu vois, il y a énormément, enfin il y a des études qui revoient justement les régimes, etc., les effets en fait de tout ça, mais par contre tu aurais pu peut-être juste soit faire l'autruche ou soit de choisir des études qui peut-être valident un petit peu la vision qu'on a peut-être des performances sportives, de ce monde-là, etc. Tu vois. Ouais, bah je pense que c'est pas facile en fait d'avoir une vision globale, tu vois, de la littérature sans. Bien sûr, on a tous nos biais, donc on va tous avoir tendance à aller vers les informations qui nous parlent le plus. C'est un peu le piège. Mais moi, je me suis vite rendu compte, pour te dire, enfin, quand j'ai commencé à coacher, effectivement, j'ai eu trois femmes qui voulaient perdre du poids. Ok. Donc, bah, j'ai commencé bêtement par ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire un déficit calorique. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était pas vraiment aligné avec ce que je voulais transmettre à travers mes coachings. Ok. Et il y avait quelque chose qui collait pas. D'accord. Tu vois, dans le fait de vouloir, déjà, moi, ça m'a toujours semblé complètement ridicule de se dire, il y a un apport alimentaire par jour. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le corps, il est tellement mouvant. Enfin, je veux dire, nos vies, elles sont tellement changeantes et elles sont censées être hyper, enfin, riches, tu vois, épanouissantes. Ouais. Et déjà, moi, à la base, ça me semblait très problématique de donner un apport calorique à quelqu'un sur une journée et qui répète cet apport calorique-là. Déjà, moi, je trouvais que enfin, ça collait pas. Donc déjà, je commençais plus par donner, enfin, je regardais pour avoir des fourchettes plutôt d'apports alimentaires. Mais moi, je voulais pas trop qu'elles comptent leurs calories. Enfin, tu vois, déjà, j'étais pas hyper safe avec ces idées-là. Je me sentais pas hyper bien de partager ce genre de choses. Et du coup, bah, quand forcément, quand on se sent pas à l'aise avec ce qu'on partage, bah, voilà, on cherche d'autres manières de faire. Bah, c'est clair que si t'es pas à l'aise, on va dire, à voilà, donner des plans caloriques, etc., un peu bah, comme on peut voir dans le monde du fitness, tout ça, tout ce monde-là, un peu, voilà. Forcément, ouais, si tu te sens, voilà, si tu te sens pas aligné avec ça, bon, ça peut vite, comment dire, pas poser problème, mais voilà, c'est clair que tu sors carrément de ce qu'on voit partout, en fait. C'est ça. Et oui, puis je te rejoins sur le fait que c'est vrai que l'alimentation, d'un point de vue purement, bah voilà, j'aime bien dire la sphère du fitness, que c'est assez large, mais tous ces trucs-là, je trouve que oui, l'alimentation, c'est très, tu vois, c'est limite, on a un laboratoire, en fait, on ingère des aliments qui sont censés nous donner X calories, etc., et que voilà, il y a pas d'autres interférences, rien du tout. Et puis c'est sur une journée, comme tu dis, un peu une fenêtre, voilà, et il y a pas cette notion de équilibre même à long terme, etc. C'est très genre, hop, t'ingères, puis c'est tout, quoi. C'est ça. Et puis on évolue dans un environnement qui est ouvert. On peut pas exclure l'impact de l'environnement. Bien sûr. Et du coup, ça permet pas aux gens de s'adapter, de savoir s'adapter, et ça permet pas non plus de savoir quels sont les signaux qui font que, ok, bah là, si je réponds comme ça, je vais plutôt respecter mon corps. Là, si je réponds comme ça, ben je vais plutôt aller à l'encontre de ce qui va me faire du bien. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu infantilisant au final, ce genre Ouais. de, tu vois, puis on donne pas les clés aux gens justement pour s'écouter, pour se nourrir en toute autonomie, tu vois, parce que pas forcément si t'as besoin que quelqu'un te fasse un plan et te dise quoi manger, ça devient un peu plus compliqué quand même pour être autonome et pour s'adapter, Ouais. comme tu dis, être flexible aussi, c'est clair. Ouais, en tout cas, c'est ouais, hyper intéressant ton changement, ton changement de paradigme, quoi, parce que c'est pas évident aussi tu vois, même d'avoir ces valeurs-là ou cette vision, enfin, dans ces sphères-là de nutrition, de sport quand même. Bah, clairement, le milieu du fitness est un milieu grossophobe. Ouais. Je dirais encore pire, honnêtement, que la société en général. Chaud. Ouais. Et l'environnement sportif est aussi un milieu qui est grossophobe. Et en fait, ça va avoir un effet à double tranchant.
malheureusement. Il va y avoir des personnes qui vont être empêchées de s'engager dans l'activité physique parce qu'elles ont vécu des traumatismes à ce niveau-là. Et du coup, elles vont pas pouvoir s'engager dans des comportements qui sont bénéfiques pour leur santé d'un point de vue mouvement. Carrément. Parce que c'est super agréable d'arriver dans une salle de sport et de se sentir scruté, jugé. Voilà, même si autour de soi c'est pas forcément le cas, quand on a eu des traumatismes avant, c'est hyper compliqué de se détacher en tout cas des croyances qu'on peut avoir sur son propre corps et sur ce que les autres peuvent penser de nous. Donc ça va avoir vraiment un impact négatif sur les personnes qui veulent s'engager et faire du sport, malgré le fait qu'elles peuvent ne pas forcément être à l'aise avec le fait de rentrer dans une salle de sport, tout simplement. Et d'un autre côté, ça va avoir un autre effet qui va être le contrôle et en tout cas une vigilance extrême en regard de sa composition corporelle et de son image corporelle, parce que on a peur d'être rejeté après de son environnement sportif. Et donc, comme la croyance populaire, si tu veux, c'est avoir un corps gros, ça veut dire qu'on ne mange pas bien et qu'on est sédentaire, forcément ça colle pas avec l'image qu'on veut renvoyer dans l'environnement sportif. Et du coup, ces personnes-là, elles voudront toujours contrôler leur poids et leur apparence pour être en adéquation en fait avec l'environnement sportif, parce que l'environnement sportif renvoie l'idée que le corps n'est pas adéquat s'il rentre pas dans les standards. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai que c'est tout ce qui est la sphère du fitness, etc. C'est clair qu'il se base quand même beaucoup sur la grossophobie et justement même la peur de grossir pour que les gens aussi font du sport, tu vois, fassent du sport d'une certaine manière. Enfin, j'ai l'impression que tu vois, il y a beaucoup de salles de sport ou ce genre de choses ou même de coach, etc. Tu vois, en gros, souvent c'est ils tablent un peu sur la peur de grossir des gens en disant, hey, tu veux pas ressembler à quelqu'un de gros, ouais, tu veux pas être plus gros que tu ne l'es, il faut que tu t'engages à faire du sport parce que voilà, c'est comme ça et il faut à tout prix que voilà, tu te donnes à fond, tu brûles les calories le plus. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette vision-là du sport, alors qu'au final, l'activité physique, ça profite à tous et c'est une habitude santé, tu vois, de bouger en fait, dans le mouvement. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a toujours ce spectre-là qui est là et qui est limite un des seuls angles avec le fait de changer son apparence aussi de manière esthétique, mais du coup l'esthétique ça revient quand même aux normes de minceur et à l'idéal. Donc mais ouais, c'est ça. Et tu vois, il y a toujours cette idée qu'il faut se sortir les doigts. Ouais, no pain no gain. Voilà, c'est ça. Pour t'as qu'à te sortir les doigts si tu veux changer ton apparence, si tu veux faire plus de sport, être en meilleure santé. Et là, du coup, on en revient aussi un peu au fait qu'on on peut pas juste contrôler son état de santé comme ça en se disant je vais faire du sport et je vais bien manger et du coup je vais être en bonne santé. Et ça, c'est aussi une croyance qui est super ancrée, pense dans le milieu sportif en général, mais pas mal dans le milieu du fitness. Le fait que contrôler ce qu'on met dans notre bouche et comment on bouge, forcément ça va faire que on est de meilleures personnes et en meilleure santé, alors que alors que pas du tout. Ouais, c'est ça. Oui, c'est comme si voilà, nos corps, c'est juste une simple équation et qu'en fait, il suffit de changer une variable et puis boum, on arrive au résultat qu'on veut, en plus au poids qu'on veut, alors que ça marche pas comme ça, quoi. Même c'est un peu trop simpliste quand même quand on y pense, tu vois. Ça, c'est bon, quand même, quoi. C'est clair. Et puis aujourd'hui, quel est le pourcentage de la population privilégiée qui peut manger hyper sainement, avec des produits frais, locaux, avoir des repas qui sont faits maison de manière régulière, qui est-ce qui peut se payer une salle de sport ou un club de sport, parce que c'est quand même beaucoup plus motivant, tu vois, forcément quand tu fais partie d'un club ou quand t'as une salle de sport super bien équipée, qui a une clim l'été, tu vois, qui a le temps de payer la babysitter pour garder ses enfants pendant que il ou elle va au sport. Quelle est la proportion de la population aujourd'hui qui a ce genre de privilège aussi, tu vois? Carrément, oui. Et puis ça, quand on en parle justement des privilèges, c'est encore tabou. Tu vois, il y a eu récemment, notamment sur Instagram, il y a eu un reel sur, voilà, comme quoi faut arrêter de dire sport, santé, etc. D'être trop obnubilé, de pas reconnaître les privilèges aussi qu'ont les gens qui peuvent faire le sport comme on l'entend, quoi. Et souvent, ça provoque des tollés, quoi, de dire,
En fait, bah non, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, en fait. Et ça, enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est tout un monde qui a du mal, en tout cas, à se remettre en question et à juste ouvrir les perspectives et voilà, et être plus ouvert vraiment plein de niveaux, quoi. Bah, en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui conscientisent que eux, bah, c'est leur job, en fait, de faire du sport toute la journée. Ouais. Tu vois, enfin, ils voient pas le problème à se dire, bah, ok, tu libères 3 heures de ton temps dans la semaine, c'est quoi 3 heures sur toutes les heures que tu as, etc. Ouais. Bah, en fait, ça dépend de la vie que tu as, ça dépend des facteurs qui sont là et voilà, on n'a pas tous la possibilité. Enfin, je sais que donc c'est Mathieu Burgalassi. Ouais, c'est ça. Voilà, qui Ça, avait son reel. exactement, qui avait fait un reel donc avec Camille. Je Oui, ne Camille connais plus Giry son nom. de Camille et Justine, oui. Voilà, exactement. Féministe, ouais. Et le réel, en fait, était très pertinent, mais je pense que la plupart des gens sont passés à côté du message complètement. Et c'est hyper important de comprendre qu'on n'a pas tous les possibilités de s'engager dans une activité régulière, voire intense, sachant qu'en plus, bah, la plupart, donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Il expliquait que les minorités, enfin en tout cas les personnes qui vivaient dans un milieu socio-culturel qui était pas forcément très élevé, bah, ce sont ceux qui ont les travails les plus crevants, ceux qui font le plus de trajets aussi, parce que ça, il faut y penser. Quand on passe, je sais pas combien de temps dans sa voiture, bah voilà quoi. Ouais, mais oui, oui. Et qu'ensuite on a une famille, Ouais. bah ouais. En fait, c'est tout. Oui, puis en plus, souvent, c'est le reflet aussi des inégalités à plein de niveaux, tu vois, aussi, Ouais. que ce soit voilà, sociaux, démographiques, etc. Donc, carrément. Mais ouais, en tout De cas, oui, sexe aussi, c'est. enfin de genre. Ouais, de genre, bien sûr. Oui, oui. Bah, oui, Ouais. c'est ça aussi qu'ils disaient dans Ouais. leur reel aussi. Et donc, forcément, il y a toujours des gens qui ont des choses à Ouais. dire sur ça. Mais... Moi, tu vois, j'ai eu des coachés. Enfin, je sais plus, l'autre fois, je suis tombée sur un reel, mais j'étais juste outrée d'un coach encore qui disait que les femmes, enfin, c'était un coach pour femmes, certainement, un truc comme ça. Ouais, on voit En gros, qui voulait les encourager, entre guillemets, à sa manière, de faire du sport. Et j'étais là en mode, mais mec, moi, tu vois, j'ai eu des personnes, des femmes qui ne pouvaient plus sortir de chez elles à partir de 18h parce que ça craignait autour de chez elles. Ouais. Enfin, je veux dire, des barrières, il y en a, donc Ouais, faut arrêter de ne pas les voir et de faire comme si elles n'existaient pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est mettre des œillères. Alors que je trouve que surtout en tant que coach ou accompagnant, etc., il y a toujours ce truc de, ok, check tes privilèges en fait avant de dire des choses, tu vois. Je trouve que c'est quand même assez important. Mais bon, après, tout le monde n'a pas la même vision des choses, mais voilà. Mais c'est clair que... Et justement, toi, enfin, parce que je parlais de, bah, justement, l'épisode juste avant celui-ci, je parlais pas mal de performance, en fait, comme quoi on voit l'alimentation et le sport comme, voilà, une instance de performance supplémentaire. Toi, du coup, c'est quoi ton rapport à la performance au vu de, bah, voilà, de tes diplômes, tes qualifications et de tes accompagnements, etc. Je dirais que, avant tout, moi, je coach pour le plaisir. Donc, ça veut dire que mes programmes de musculation, bah, déjà, j'ai très très peu de coachés. D'accord. Et les programmations que je fais, moi, il faut qu'elles soient agréables pour la personne. Ça veut dire que la personne prend du plaisir à aller faire sa séance. Et généralement, j'ai plus de oh, je suis trop dégoûtée, j'ai pas pu aller faire ma séance parce que voilà. Mais il y a jamais rien de grave à ne pas faire de séance dans une semaine. Bien sûr, oui. Mais en gros, tu vois, moi, ce que je veux, c'est que mes coachés, elles y aillent avec plaisir et que du coup, bah, ça soit quelque chose qui les rende fiers. Parce que ça leur fait du bien, parce que c'est du temps pour elles. Et du coup, voilà, le but principal, c'est plus le plaisir. Et en fait, c'est dans le plaisir qu'émerge la performance, généralement. En fait, quand tu prends du plaisir et que tu as les outils pour progresser, aka manger suffisamment, dormir suffisamment et ne pas t'over-stresser par le fait de devoir faire du sport, c'est-à-dire savoir dire ok, bah là je mets ma limite aujourd'hui, je devais aller m'entraîner, mais je suis fatiguée ou je suis stressée, j'ai une grosse semaine, etc. C'est pas grave en fait, j'irai m'entraîner à un moment où je suis plus disposée à le faire et c'est à ce moment-là en fait qu'émerge la performance parce que elle vient quand on est en forme. Du coup, moi je vois plus ça comme ça. C'est intéressant aussi que tu vois, tu abordes les choses d'un point de vue plaisir avant tout, au lieu de après de voir bah oui en effet. Et je pense que, enfin, est-ce que pour toi performance c'est l'idée de dépasser un peu ce qu'on a
déjà fait auparavant? Enfin, comment tu définis d'ailleurs toi la performance dans le milieu là, moi? Ça dépend comment tu la mesures. Voilà, il y a plusieurs sens. Voilà, il y a plusieurs sens. Mais généralement, c'est vrai que la performance, ça va être le chiffre que tu sors sur une série, sur une série par exemple de squat, ou sur le poids, sur les charges en gros que tu peux mettre par exemple en musculation. La performance, ça peut être est-ce que j'ai amélioré mon temps en course à pied, ou ce genre de mesure, on va dire. Donc oui, elle se mesure, mais c'est pas forcément la priorité. D'accord. La priorité, c'est vraiment le plaisir, et en fait, c'est dans le plaisir, comme je te disais, qu'il y a l'envie du dépassement. Parce que quand on se fait plaisir dans le sport, on a envie de se dépasser. Tu vois, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui fait que quand t'es bien dans ton sport, quand tu le pratiques sans excès, sans être dans le no pain no gain, comme on disait, en fait, t'as beaucoup plus de plaisir à aller dans le dépassement, parce que c'est au bon moment. Et pour les bonnes raisons. Du coup, tu dépasses les performances, on va dire, que tu faisais peut-être avant, mais pas dans l'optique performance à tout prix, justement, si on prend le concept global de performance, mais plutôt dans le plaisir et le côté, ok, bah là, j'ai envie et je vais avoir du plaisir, du coup, à faire ça, et que ce soit pas par pression, par il faut à tout prix, et de contraintes, en fait. J'ai l'impression qu'il y a moins de contraintes en fait, dans cette recherche-là, cette perspective, que on peut l'entendre quand on pense à se dépasser, etc. Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi un rapport qui est super important, je pense, de travailler. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes coachés. Comment elles réagissent au fait d'avoir l'impression d'avoir fait une mauvaise séance, tu vois, parce que ça arrive à tout le monde en fait, et c'est ok, et c'est pas grave, et tout va bien. Et c'est pas toutes les semaines qu'on peut améliorer ses performances, et c'est normal, c'est comme ça, comme ça pour tout le monde. Le but, c'est toujours de se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois? Ou est-ce que cette fois-là, j'étais pas justement encline à aller m'entraîner, et j'y suis allée quand même, et finalement j'aurais pas dû. Et ça apprend vachement à s'autoréguler. Oui, puis de voir les choses de manière aussi bienveillante, de se dire voilà, c'est pas grave, ou de pas forcément chercher toujours être dans ce truc-là. Ok. Et d'ailleurs, oui, tu coaches essentiellement des femmes? Oui, là j'avoue, je n'ai que des femmes. Moi, j'accompagne des femmes aussi, donc. J'ai eu quelques hommes. Alors après, j'ai des hommes, mais plutôt sur le versant accompagnement, nourriture, REDS. Donc pas en musculation. Mais en musculation, oui, j'ai un petit panel de femmes. Ok. Est-ce que tu remarques une différence par rapport à la vision qu'ont les femmes du sport, et est-ce qu'elles se mettent plus de pression? Est-ce que tu notes des choses que tu remarques souvent, en tout cas chez tes coachés? Tu vois, c'est rigolo parce que dans la musculation, si on parle du rapport à la musculation, par exemple, il n'y a pas forcément de différence, je trouve, entre les genres des personnes que je reçois. Parce que les hommes vont être tout aussi durs avec eux-mêmes, parce qu'il y a cette recherche du virilisme un peu. Oui. Tu vois, dans le sport. Et du coup, il va y avoir une très grande exigence aussi envers eux-mêmes. Et c'est ce qui va, de toute façon, malheureusement, amener des comportements sportifs, voire alimentaires, problématiques. Et les filles, en fait, en musculation, il y a peut-être moins cet aspect, je veux être mince, maigre, tu vois, même. Mais par contre, il y a aussi... il peut y avoir une très grande recherche de la muscularité, donc le fait de gagner de la masse musculaire à certains endroits du corps. Donc il y a aussi cet aspect modification physique, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, avec une grande exigence envers eux-mêmes, et beaucoup de critiques internalisées. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du coup, il y avait Tella, du coup, ton accompagnement par rapport à l'aménorrhée, etc. Enfin, comment t'en es venue à développer que ce soit de l'accompagnement, etc., par rapport à cette problématique-là, par rapport au cycle menstruel, etc. Comment ça t'est venu, en fait, cette particularité, j'ai envie de dire, cette spécificité, si on peut dire ça? Alors, moi, je l'ai vécu, l'aménorrhée. Et du coup, je trouvais qu'on n'était pas du tout bien informés, et j'étais un peu livrée à moi-même. En fait, à l'époque, moi, j'étais pas forcément inquiète, parce que du coup, je connaissais pas toutes les conséquences, etc. Et c'est un peu après avoir retrouvé mes règles, et puis le fait qu'elles revenaient pas tout le temps au début, que je me suis posé des questions.
Et j'ai commencé à me documenter et à comprendre qu'en fait, on me disait pas toute la vérité. Si on me Oh. disait que c'était pas, voilà, que c'était pas Hashtag grave. complotiste, non, je rigolais. C'est ça. Non, mais en tout cas, je trouvais Oui. que les informations n'étaient pas du tout relayées. Et ensuite, ma première coachée, quand j'ai commencé après avoir eu mon diplôme de personal trainer, Ouais. n'avait pas ces cycles menstruels, je me rappelle. Et en fait, j'avais découvert qu'elle ne se nourrissait pas du tout assez. Ok. Elle se sous-alimentait alors qu'elle faisait pas mal d'activités physiques. Et c'est à D'accord, ce ouais. moment-là donc que j'ai commencé vraiment à creuser d'un point de vue scientifique ce qui se passait. Mhm. Et que je me suis dit, bah, je trouve que en gros, c'est super dommage d'avoir toutes ces connaissances-là, de ne pas les transmettre. Mhm. Et en plus, bon, c'est toujours le cas, malheureusement, mais je trouvais ça dingue que ça soit plutôt une idée qu'on a uniquement dans le sport de haut niveau. D'accord. Bah, du coup, si on peut venir aux REDS aussi, la différence Ouais. aussi avec l'aménorrhée, hypothalamique, est-ce que c'est, voilà, enfin, est-ce que tu peux, oui, expliquer, et puis ça, on Ouais. y viendra aussi, même. Ok. Donc le REDS, ça veut dire Relative Energy Deficiency in Sports. Ouais. Donc en français, c'est le syndrome du déficit énergétique relatif Ouais, dans ok. le sport. Toujours Ouais. plus, toujours Oui, plus long. c'est dans le sport. Ouais, ok. Voilà, c'est dans le sport. D'accord. Et en fait, c'est ne pas avoir assez d'apport énergétique et de réserve énergétique Ok. pour que le corps puisse faire fonctionner correctement tous les processus physiologiques qu'il a à faire fonctionner, plus le fait d'avoir ses activités quotidiennes et son Mhm. activité physique. D'accord. Donc en fait, ton corps, c'est vraiment comme un chef d'orchestre. Il doit gérer les flux d'énergie, en gros, d'un Mhm. point de vue physiologique. Et Mhm. donc, il se dit, il y a telle partie qui va pour la respiration, telle partie qui va pour le cœur, telle partie qui va pour le cerveau, telle Mhm. partie qui fait que je peux me déplacer la journée, telle Mhm. partie qui fait que je dois allouer une partie de ce qu'on me donne à manger pour faire du sport. Mhm. Ouais. Et donc, il ne me reste plus rien Mhm. pour certains processus physiologiques qui ne sont pas nécessaires à la survie. Dans les processus qui ne sont pas nécessaires à ma survie. Donc, par exemple, les cycles menstruels ou le fait d'avoir une capacité à se reproduire, donc que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, le corps va mettre en stand-by cette possibilité-là parce que Mhm. en gros, pour lui, c'est pas le moment Mhm. de pouvoir se reproduire parce qu'il n'en a Ouais. pas l'énergie ni les Ok. capacités. Mais il y a d'autres processus physiologiques qui vont être impactés. D'accord. Donc, on sait maintenant que ça a un impact sur le système cardiovasculaire, sur le squelette, bien Ouais, sûr. les os, Donc, ouais. Mhm. voilà. Donc, chez les femmes, comme Ouais. chez les hommes, je le répète, parce que Comme chez les souvent on me hommes, dit ouais. oui, c'est que chez les femmes, etc. Ok. Non, il y a vraiment des Ouais. hommes qui, malheureusement, ont une faible densité minérale osseuse. Même s'ils sont moins sensibles que les femmes, Mhm. quand même, on peut faire de l'ostéoporose et être un homme et avoir 30 ans. Donc, D'accord, ok. Ouais, donc si je comprends bien, en fait, l'aménorrhée hypothalamique, ce serait un symptôme du RED, en fait. exactement. Ok. L'aménorrhée hypothalamique, finalement, ça rentre dans les signes cliniques du RED. D'accord, ok. Ouais, ok. L'aménorrhée, peut-être pour ceux qui entendent Oui, ce mot-là pour la première fois, c'est oui. l'absence de règles Mhm. qui est supérieure à 3 mois. À partir de 3 mois, on parle Mhm. d'aménorrhée. Mhm. Et on parle d'aménorrhée hypothalamique quand c'est le fait de ne pas avoir suffisamment d'apport énergétique Mhm. et même de masse grasse aussi Mhm. pour pouvoir avoir des cycles menstruels. Parce qu'il y a Mhm. d'autres causes à l'absence de règles. Mhm. L'aménorrhée hypothalamique, c'est vraiment un manque Mhm. énergétique. Donc du coup, oui, l'aménorrhée hypothalamique, on peut dire que ça, enfin, ça ressemble quand même au RED dans le sens, j'ai l'impression que c'est quand même toujours ce truc de déficit d'énergie, mine de rien, même si c'est Mm. appliqué au cycle menstruel, on va dire plus. Alors que le RED, ça va être plus global, mais du coup, ça va être quoi d'autres symptômes de quand on a le RED, qu'on soit un homme ou une femme? Alors, t'avais raison, hein, l'aménorrhée hypothalamique, c'est exactement la même chose dans le REDS. D'accord. Sauf que, si tu veux, dans le REDS, ça inclut beaucoup plus, enfin, beaucoup plus. Pas forcément, mais c'est juste que c'est un ensemble de symptômes et de signes cliniques Ouais. qui sont là parce que il y a un déficit énergétique qui est dû à une activité physique trop importante. Ok. Ou alors, justement, le fait qu'on ne mange pas assez Mhm. par rapport à l'activité physique qu'on fait. Mhm. Donc, les signes cliniques, ça va être, à part les cycles menstruels qui s'arrêtent ou qui deviennent irréguliers aussi, Mhm. il peut y avoir, par exemple, une hypothyroïdie, il peut y avoir des troubles digestifs, il peut Mhm. y avoir, au niveau cardiovasculaire, on peut voir aussi certains signes
Donc ça, on le voit plutôt dans les études. Malheureusement, c'est pas forcément dépisté par les médecins aujourd'hui dans le grand public, mais en tout cas, on observe beaucoup de choses qui disent le corps se met un peu en stand-by. En veille, ouais. Voilà, en veille sur certains processus parce qu'il peut pas les faire fonctionner en fait. Ouais, ok. Et comment on peut être diagnostiqué du coup d'un RAID? Malheureusement, surtout en France, on a beaucoup de retard à ce sujet-là. D'accord, ok. Donc il y a quand même certains médecins du sport qui sont très bien informés à ce sujet. Heureusement. Donc, il faut voir un médecin du sport, un gynécologue, généralement. Si c'est un gynécologue du sport, c'est encore mieux, ou qui a une formation gynécologie médicale, ou endocrinologue aussi, généralement, ils peuvent aussi avoir une idée de ce que c'est. Ok, d'accord, ok. Et du coup, parce que la REDS, on dit que c'est dans le sport, mais est-ce que ça concerne que les personnes qui font du sport à proprement parler? Ou est-ce que, parce que tu vois, je sais qu'il y a ce truc, enfin moi REDS, il me semble, mais je pense que c'est un truc, une idée reçue que tu dois tout le temps voir, c'est que souvent on se dit, ah oui, c'est les nanas sportives de haut niveau qui sont en JO et qui sont tellement, tu vois, voilà, tellement du sport de fou qu'elles développent ça, tu vois. Ouais. Alors oui, il y a plusieurs idées reçues. La première, le REDS, ce n'est que pour les sportifs et les sportives de haut niveau. C'est complètement faux. Vous pouvez totalement être sportif ou sportive occasionnelle et être touché par le REDS parce que vous n'avez pas assez d'apport énergétique par rapport à l'activité physique que vous faites. Il y a même des personnes qui s'entraînent encore plus que des sportifs de haut niveau parce que il y a une certaine forme de dépendance à l'activité physique. Donc, vous pouvez très bien ne pas faire de sport de haut niveau, voire de compétition, tout court, et être concerné par le REDS. D'accord, ok. Ouais, donc ça rend ça hyper pernicieux, j'ai l'impression. Dès que tu as un peu une activité trop intense par rapport à l'énergie que tu fournis à ton corps, tu peux peut-être te retrouver d'une certaine façon facilement en REDS. Exactement. Alors après, bien sûr, plus le volume d'entraînement et plus l'intensité va être importante, plus on va augmenter le risque d'être dans un REDS, sachant que le diagnostic du REDS, donc c'est un peu comme un continuum, si tu veux, et que tu peux avoir certains symptômes, mais ne pas avoir tous les critères diagnostiques d'un REDS. D'accord. Mais du coup, il vaut mieux s'en occuper avant d'être dans le rouge, justement, et d'avoir vraiment les critères de diagnostic d'un REDS et donc s'en occuper tout de suite plutôt que développer ces problématiques-là qui sont après très compliquées. Malheureusement, enfin, c'est difficile de s'en sortir. Sur le court terme, en tout cas. D'accord, ok. Comment on peut savoir un peu qu'on est dans un REDS ou du moins qu'on a une relation avec l'activité, on va dire, qui commence à peut-être tomber doucement dans une relation peut-être troublée, etc. Alors, les symptômes d'un REDS, donc forcément, il y a l'arrêt des cycles menstruels, donc il n'y a plus de règles. Ce qui est un peu vicieux, c'est qu'on peut continuer à avoir des règles, mais ne pas ovuler, par exemple. Donc, essayer d'observer sa glaire cervicale pour voir s'il y a vraiment des variations dans la glaire cervicale avec une ovulation, ça peut être super important pour les sportives. L'arrêt des règles, voir leur espacement. Donc, ça va être des cycles qui durent plus de 45 à 90 jours. Puisqu'après 3 mois, du coup, c'est aménorrhée. Pour les hommes, il y a beaucoup moins d'érections matinales. Pour les deux sexes aussi, moins de libido, de l'irritabilité, de la fatigue, des performances qui n'augmentent pas forcément, mais parfois elles peuvent continuer à augmenter quand on est un peu dans la phase de lune de miel, quand on est bien sous adrénaline. Donc les performances, c'est pas toujours un marqueur qui est fiable. Et puis ensuite, ça peut être blessure aussi, fracture de fatigue, blessures qui ne guérissent pas, manque de concentration, sommeil aussi qui est pas terrible, donc sommeil agité. Ok. Et est-ce que on observe une sorte de recrudescence un peu de cas, tu dirais? Enfin, que disent les études, tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent ou pas du tout? Je pense que c'est un concept qui est assez jeune encore. Mais la prévalence, elle est quand même assez élevée, notamment dans les sports d'endurance parce que l'apport énergétique qui est nécessaire à une activité d'endurance est très importante. Et comme de l'autre côté, il y a le fait que faut pas trop prendre de poids pour améliorer ses temps, etc. Enfin, ce type de croyance, il faut être maigre pour courir vite, il faut être laid, etc. Du coup, ça participe finalement à l'émergence de REDS. Est-ce que il y en a plus qu'avant? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense que le sport reste quand même un environnement qui est profondément grossophobe depuis très longtemps.
Ouais, parce que toi, tu lirais vraiment la grossophobie, on va dire, actuelle, permanente, etc., à ce Oui. syndrome-là, cette émergence. Mhm. Ah oui, complètement. Déjà, il y a une forte composante d'image corporelle. Donc, Mhm. les athlètes, en fait, l'image corporelle, comme on disait tout au début, Tout au comme début. c'est quelque chose qui est très dynamique, Ouais. bah, tu peux avoir une image corporelle qui est plutôt positive dans ton environnement social Mhm. parce que tu corresponds un peu aux standards de beauté. Bah, si tu fais beaucoup de sport, forcément, tu vas avoir un physique plutôt athlétique. Et Ouais. là, du coup, bah, ton image corporelle, elle va être positive et Mhm. avoir plutôt une image corporelle négative dans Mhm. ton environnement sportif parce Mhm. que tu n'es pas assez fit pour Mhm. ton club d'athlètes ou je ne sais quoi. Mhm. Tu n'as pas assez de fessiers dans ta salle de sport de muscu. Enfin, tu vois, donc Ouais. oui, il y a une forte composante déjà au niveau de l'image corporelle qui va Mhm. jouer dans l'émergence, en tout cas, de comportements qui peuvent être restrictifs en Mhm. termes d'alimentation. Donc du coup, les apports Mhm. énergétiques vont diminuer et ne vont plus être suffisants au fonctionnement, au bon fonctionnement du corps. Mhm. Et du coup, l'environnement, on sait aussi que l'environnement sportif, Mhm. donc c'est-à-dire les coachs, les camarades avec lesquels on Ok. fait du sport, ont un fort impact sur l'image qu'on a de soi, donc sur l'image corporelle, mais Ouais. aussi La sur les perception. comportements alimentaires par extension. Mhm. Mhm. Donc ça va être par exemple la prof de danse qui te dit ben faut perdre 2-3 kilos si tu veux monter sur scène. Ça va être le coach qui dit à son athlète faudrait que tu perdes 2-3 kilos si tu veux courir plus vite. Tu Mhm. vois, ça va être ce genre de remarques. Et effectivement, l'environnement sportif a un fort impact à ce Mhm. niveau-là. Ouais, donc oui, c'est la culture des régimes, la grossophobie qui, d'une certaine manière, crée encore, on va dire, une condition, quoi, presque. Enfin, au moins, déjà, une grosse influence, quoi. Exactement. C'est vraiment l'idée que ton corps n'est pas adéquat pour faire ton sport, Ouais. qui fait que tu développes une mauvaise relation à ton poids Mhm. Ouais. et fait que Oui. forcément, tu essayes de le contrôler, voire de Mhm. maigrir, en Oui, c'est fait. ça. Mhm. C'est ça. Mhm. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. C'est une footballeuse. Comment elle s'appelle déjà? Je crois elle jouait à l'Olympique Lyonnais. Enfin, une footballeuse Ouais. de niveau international Ok. qui expliquait que je crois que tous les jours, les entraîneurs prenaient les pinces à plis. Donc les pinces à plis, c'est pour le taux de masse grasse. Ah ouais. Bah, mais juste, en fait, ça ne sert mais strictement à rien. C'est-à-dire que on continue à dire aux sportives, voilà, ben ta performance, elle est égale à ton taux de masse grasse ou ton Mhm. poids. Et donc, si tu Mhm. perds du poids ou si tu contrôles ton poids, ben forcément, tu seras plus performante. Mais en fait, ça n'a pas d'appui Ouais. scientifique, ça. Ah ouais, 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 non, c'est fou. Puis c'est hyper intéressant que tu mentionnes bien que, au final, tu peux avoir une image corporelle positive parce que, d'une certaine façon, t'es encensé dans un groupe social qui est le commun des mortels, tu vois, tu vas correspondre à leur Voilà. idéal à eux. Par Mm. contre, l'idéal dans un autre environnement, dans un autre groupe social qui est ta salle de muscu, etc., ou même tes entraîneurs, etc., bah, en fait, ça te fait limite une sorte de dissonance, on va dire, parce que t'es encensé d'une certaine façon et de l'autre, tu es dévalorisé parce que tu corresponds pas à leur idéal à eux. Mais comme quoi, c'est hyper subjectif aussi, en fait, hein, pas de rappeler. Bah ouais, complètement. Comment reconnaître qu'on est dans une relation troublée, activité physique, selon toi? Déjà, je dirais qu'il y a une obligation à faire de l'activité physique, généralement avec un côté contrôle du poids Mhm. et de l'apparence, Ouais. avec une volonté de modifier son corps et du coup, quand on déroge, il y a une sorte de rigidité Mhm. autour du volume d'entraînement, autour des séances et le fait de se dévaloriser aussi sans arrêt si on n'arrive pas justement à contrôler son poids et à avoir l'apparence qu'on souhaite. Mhm. Donc je dirais qu'il y a ça. Et puis après, d'un point de vue purement pratique, ça Ouais. va être difficulté à être flexible avec son planning sportif. Mhm. Donc le fait de faire un peu moins de sport ou de devoir rater une séance de sport qui va entraîner beaucoup d'anxiété. Ouais. Le fait de ne pas pouvoir s'arrêter, ben, par exemple, si, je sais pas, un jour je cours 1 heure, Mhm. et ben je vais pas pouvoir, tu vois, les fois d'après faire moins que ça, parce que sinon je vais me sentir en échec. Il va y Mhm. avoir un peu une notion de je perds le contrôle et il faut toujours que ce soit plus. D'accord. Mhm. Et ça, sans regard pour ses sensations corporelles, pour son Mhm. besoin de repos,
ou pour aussi le fait que il y a une vie à côté et que on ne peut pas faire du sport non plus une manière démesurée. Donc il y a vraiment une rigidité qui est inflexible en fait. Tu vois, c'est un pléonasme presque, mais c'est inflexible dans le sens où on peut pas. C'est vraiment difficile de rater une séance de sport. C'est anxiogène de ne pas pouvoir faire plus, de devoir faire moins. Donc il y a ça, l'aspect donc contrôle du poids, comme je disais, c'est déjà pas mal comme signe. Et du coup, bah ça entraîne quand même une détresse d'un point de vue psychologique, de l'isolement aussi, souvent parce que peu de relations sociales, parce que pas le temps, parce que toujours le sport est toujours privilégié. Donc voilà, et il y a vraiment détresse à ce niveau-là, une souffrance, donc faut vraiment en parler à quelqu'un. Pour bondir sur le côté rigidité, au fait, au final, c'est quelque chose qu'on trouve dans la plupart des... Tu vois, même je pense au comportement alimentaire, tu vois. Au final, c'est ce qui caractérise de toute manière, même les troubles du comportement alimentaire, c'est cette rigidité et cette difficulté à aller au-delà des cadres ou des normes où on s'est fixé, ou du moins qu'on nous a fixé d'une certaine façon, quoi. Et c'est jamais assez. Voilà, ça veut dire que quand on a atteint un objectif qu'on s'était mis en tête, bah en fait, ce sera jamais bien. Faudra toujours faire mieux, faudra toujours faire plus. Et c'est un peu, tu vois, comme tu disais dans les troubles alimentaires, bah le fait de contrôler, et ben il y a une certaine forme de c'est jamais assez bien. Et donc faut toujours plus contrôler, ou faut toujours plus perdre du poids. Plus maigrir, voilà, c'est ça. Plus maigrir, etc. Plus perte de graisse, plus machin. En fait, il y a jamais de satisfaction. C'est ça. On n'arrive jamais à l'idéal qu'on essaye d'atteindre au final. Même quand, admettons, on dit bah voilà, faut que je perde X kilos, bah même quand on arrive à ce stade-là, ça ne marche pas. Voilà, tu vois, la satisfaction, elle est toujours là, elle est juste repoussée, quoi. C'est juste, bah voilà, peut-être je vais aller à un autre palier et je vais chercher autre chose. Voilà. Carrément. Et du coup, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Oui, c'est assez similaire quand même. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se reconnaît, qui est dans une relation compliquée avec son activité physique? Que ce soit pour l'activité physique ou pour la nourriture, de ne pas rester seul. Et déjà essayer d'en parler soit tout de suite à un professionnel de santé, de préférence choisir un professionnel de santé qui est bienveillant, avec lequel on se sent bien, parce que malheureusement c'est pas un sujet qui est pour l'instant très très connu, même dans le monde médical. Et du coup le fait de faire de l'activité physique, de contrôler son alimentation, etc., c'est tellement valorisé. C'est tellement valorisé, c'est ça. Voilà, même dans le domaine médical, enfin il y a beaucoup de grossophobie médicale en fait, et du coup le fait d'avoir ces comportements-là, c'est tellement valorisé que si vous tombez pas sur un professionnel de santé qui est bienveillant, bah vous allez repartir avec la sensation que je suis pas légitime de penser que je ne vais pas bien ou que je suis en souffrance. Et donc ça peut faire un peu flamber les choses, ou alors repousser encore le fait de revoir des professionnels de santé. Donc trouver quelqu'un de confiance à qui en parler, et puis aussi dans son entourage essayer d'en parler à quelqu'un de confiance, avec quelqu'un avec qui on se sent bien pour échanger sur ce sujet-là, et avoir au moins un appui amical ou familial qui peut nous aider aussi à trouver des ressources, à trouver des professionnels de santé. Donc consulter. Donc ne pas hésiter à se faire accompagner, du moins à se faire aider par quelqu'un, et puis de trouver des personnes ressources autour de vous qui au final sont dans la bienveillance, pas dans le jugement, et qui pourraient au moins entendre votre souffrance, quoi, si vous la ressentez, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on a fait pas mal d'épisodes de podcast aussi avec Manon. Du coup, je pense que... C'est Femmes et Sport, le podcast, c'est ça, le titre? Ouais, voilà, donc il y a des témoignages qui peuvent être assez parlants. Et ne pas hésiter à m'écrire si vous souhaitez un accompagnement, sachant que moi je travaille en lien avec des psychologues et médecins et gynécologues. Donc tu peux recommander aussi. Et voilà, je peux recommander. C'est super important d'être entouré de plusieurs professionnels, mais de pas faire ça seul, voire même qu'avec un médecin, quoi. Avoir un suivi médical, c'est la base, mais après il faut vraiment s'entourer. Et oui, du coup, les ressources que tu pourrais conseiller, ce serait ton podcast, du coup, j'imagine. Et est-ce que oui, modestement. Oui, et du coup, il y a ton compte aussi Instagram, je mettrai les liens. Et éventuellement, est-ce qu'il y aurait d'autres ressources que tu juges intéressantes à partager? Du coup, je dirais continuer à écouter ton podcast. Ouais, merci. Qui est une ressource très bienveillante. Le podcast d'Alice, Les Mangeuses Libres. Ouais.
qui est très chouette aussi, donc plutôt pour les personnes qui ont des difficultés avec la nourriture, mais elle parle aussi pas mal de sport, et en fait tous les témoignages quasiment parlent de sport. Oui, bah oui, de toute manière c'est assez lié, vu que c'est un levier pour aussi contrôler notre apparence. Donc, Exactement. Et toutes les ressources féministes que vous pourrez trouver pour déconstruire un peu les injonctions sur le corps de la femme, le fait d'être objectivée en fait, donc d'être femme-objet. Ouais, moi je pense toujours, le livre j'aime bien recommander, c'est toujours Mona Chollet, Beauté fatale, parce que je trouve qu'il est assez bien pour mettre les pieds dans tout ça. Et puis oui, après, de toute manière, il y a toujours d'autres livres, mais c'est clair que déconstruire tout ça, c'est clair que, de toute façon, je dis assez sur ce podcast, de toute manière, mais c'est clair que, je suis bien d'accord. Ouais, et je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup dans le sport, malheureusement encore. Je trouve que c'est un sujet un peu, pas forcément tabou, mais, enfin si, quoique, oui, si, tabou. Et je trouve que c'est dommage parce que, au contraire, les femmes dans le sport, elles ont toujours été un peu brimées, tu vois. Genre, je me rappelle l'épisode avec Jeannie Longo, donc qui était une cycliste et tout, avec un mec insupportable là qui lui dit non mais c'est pas beau de faire du cyclisme pour une femme. Et en fait, on en est encore un peu là quand même. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé avec, tu sais, Corps en Move. Tu sais, Camille de Corps en Move qui est venue sur le podcast. Et on avait parlé de... Ouais, mais ça remonte à septembre l'année dernière, je crois. Et du coup, on en parlait de ça parce qu'elle parlait du fait de, tu vois, elle fait de tout ce qui est lancer de poids. Tu vois. Et en fait, ça, typiquement, ce genre de truc, c'est pas féminin, entre guillemets. Enfin, tu vois, et donc il y avait tous ces clichés-là. Donc oui, j'imagine bien que cyclisme aussi a ce côté un peu... c'est pas forcément un sport de filles, quoi, entre guillemets. Bah clairement, et en fait les petites filles, tu vois, on leur dit encore ben toi il faut que tu sois jolie, sage, avec ta petite robe de princesse, tu joues à la marelle dans la cour de récré, mais je suis pas sûre qu'en fait une petite fille qui joue au foot dans la cour de récré ce soit si évident que ça encore aujourd'hui. C'est super important de déconstruire ce que c'est que le mouvement en étant une femme. Ça mériterait un tout autre épisode de podcast, je pense, tout ça. tous ces côtés. Ouais, non, mais c'est clair, parce qu'il y a tellement de choses à dire aussi. Hein, ouais. Et puis le côté très... je pense que c'est un domaine, même tu vois, je pense toujours au fitness, même muscu, tout ça, c'est très... quand même un milieu masculin, quoi. Quand t'es une femme, c'est compliqué aussi de trouver tes marques et je pense, évoluer aussi, quoi. Ok, merci beaucoup, Barbara, pour être venue sur le podcast. Merci beaucoup pour cet échange qui était passionnant. Écoute, avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Encore merci et puis à bientôt, Barbara. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.